Bonsoir et bienvenue. Bientôt, le papier devrait disparaître de l'environnement de la commande publique au Sénégal avec la dématérialisation des procédures de passation des marchés via la nouvelle plateforme Appel, achat public en procédure électronique lancée par l'autorité de régulation. Demain débute à Ziguinchor la caravane nationale de vulgarisation de cet outil de modernisation de la commande publique. Ce soir, naturellement donc, le point reçoit le directeur général de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique au Sénégal, Dr Moustapha Djité. Bonsoir. Bonsoir, M. Ngarifei. On l'a dit, vous êtes le gendarme de la commande publique, si je puis m'exprimer ainsi. L'ARCOP, en lieu et place de l'ARMP, qu'est-ce qu'induit ce changement de paradigme chez vous? Mais Bengari, permettez-moi d'abord de vous remercier, la RTS, qui nous offre une très belle occasion pour annoncer cette campagne assez importante de vulgarisation de la plateforme de dématérialisation de la commande publique qu'on a lancée tout dernièrement. L'événement est prévu pour être tenu demain à Ziguinchor. Pour revenir à votre question, permettez-moi d'abord de faire une petite précision sur l'expression qui a été utilisée pour nous présenter. C'est vrai, pendant longtemps, l'opinion avait une certaine représentation de l'ARMP qui est devenue aujourd'hui ARCOP, considérée par certains comme étant gendarme. Ouais. C'est vrai, nous sommes le censeur de l'orthodoxie. C'est une image, oui, on comprend parfaitement, mais je voudrais préciser, c'est vrai, nous continuons à veiller à ce que la réglementation soit respectée de façon la plus scrupuleuse possible, mais il est important de préciser que nous avons préféré. Parce que la réforme, il faut le rappeler, elle date de 2008. De 2008 à maintenant, on a fait 20 ans de réforme. Donc aujourd'hui, nous avons compris que l'ARCOP, c'est vrai, doit continuer à veiller à ce que les règles soient respectées, mais il faut que l'ARCOP également s'érige en organe de conseil et d'appui pour éviter que l'administration ne bute sur les difficultés qui après posent les problèmes que nous connaissons. Donc aujourd'hui, nous accompagnons, nous anticipons. Voilà. On ne laisse pas l'administration. En amont. Exactement. On a préféré nous inscrire dans une démarche anticipative qui permet d'entrer en contact avec les administrations, de comprendre les difficultés qu'elles ont et de proposer des solutions qui permettent d'éviter les difficultés pour qu'on n'en arrive pas à la censure. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important, c'est un glissement institutionnel maintenant qui permet aujourd'hui de mobiliser la commande publique pour accompagner la réalisation des projets au lieu de se cantonner dans une posture de gendarme, comme tu le dis. Qui humanise et moralise surtout les missions et le travail. Exactement, et qui installe la relation entre l'ARCOP et les administrations dans un certain climat favorable à la réalisation des projets. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le lieu pour moi de remercier tous les managers qui ont compris cette dynamique dans laquelle l'ARCOP aujourd'hui s'est inscrite et qui permet, dans une collaboration mais assez intelligente, à l'ARCOP et aux administrations de travailler ensemble pour que les projets puissent sortir de terre. D'accord. Demain, donc, à Ziguinchor, vous démarrez cette caravane nationale de vulgarisation et de sensibilisation, en tout cas de votre plateforme, et de manière générale de cette politique de dématérialisation que vous implémentez dorénavant. Pourquoi l'option de la caravane déjà? D'abord, il faut revenir sur la réforme. Ce que nous avons su réussir, c'est de mettre en place une plateforme qui permet à toutes les administrations de dérouler les procédures de façon numérique et virtuelle. Ça a été une avancée remarquable dans la modernisation de la commande publique au Sénégal. La réforme a été initiée, développée et lancée. Aujourd'hui, on est dans la phase pilote qui permet à un groupe d'administrations limité d'expérimenter un peu la plateforme pour nous permettre, nous, en tant que régulateurs, d'apprécier un peu quelle est la robustesse de notre plateforme. Maintenant, après son lancement, il fallait mettre en place un schéma qui permet à toutes les administrations de comprendre l'exploitation de la plateforme. C'est pourquoi nous, on a dit qu'il faut qu'on aille... Parce que l'administration, il y a l'administration centrale qui est cantonnée ici à Dakar, et il y a l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée qui sont dans les coins les plus reculés et qui n'ont pas toute la possibilité de venir à Dakar, d'avoir accès à l'information de la façon la plus fluide possible. Donc on a décidé de parcourir le Sénégal dans tous les sens pour aller à la rencontre justement de ces administrations, mais pas que des administrations, mais également des opérateurs, parce qu'on est dans la commande publique, et vous le savez, la commande publique, elle est faite par l'État. C'est multi-acteurs. C'est multi-acteurs. Et nous sommes régulateurs, on gère un système. Et le système, c'est l'administration. D'ailleurs, c'est les acteurs les plus importants parce que c'est eux qui font la commande. Et cette commande-là, elle est captée par des opérateurs privés et qui sont aujourd'hui désormais, avec la plateforme, obligés de se créer un profil sur la plateforme parce que c'est à part de la plateforme que les procédures sont déroulées. Donc, il faut s'aménager un portail
s'inscrire avec un certain nombre d'informations qui sont demandées pour que votre profil soit créé. Et ceci vous permet, c'est une condition qui vous permet maintenant de participer aux procédures de la commande publique. Donc maintenant, il faut aller dans les régions, rencontrer les démembrements de l'administration déconcentrée, les démembrements de l'administration décentralisée. Donc suivez mon regard, je parle des communes, des conseils départementaux. N'est-ce pas? Maintenant, après, les opérateurs privés également, donc on va les rencontrer pour leur présenter la plateforme et en profiter pour procéder à leur enrôlement. D'accord. Vous êtes là dans une opération grandeur nature de mise à niveau, mais qui cible les 5 pôles territoires. Pourquoi vous avez corrélé votre action à vous savez, l'agenda de transformation du Sénégal a fixé le cap. Aujourd'hui, le Sénégal est dans une perspective de mettre en place des pôles de développement territoriaux. Donc, toute action publique cohérente doit être articulée autour de cette perspective qui est dégagée et tracée par les autorités en place. Donc, si bien qu'aujourd'hui, nous avons commencé par les pôles régionaux. Mais ça ne signifie pas que nous n'allons pas contacter les autres régions. Ce que nous avons utilisé comme schéma, parce que la DCMP, qui est la sœur jumelle dans la gouvernance de la commande publique, a des pôles qui la représentent au niveau des pôles, au niveau des territoires. Donc ces représentants de la DCMP qui sont au niveau des pôles territoires, on les associe aux manifestations que nous tiendrons dans le cadre de cette campagne, si bien que quand nous aurons dépassé une zone géographique particulière, le représentant de la DCMP qui est sur place aura la responsabilité maintenant pour les régions qui n'ont pas été couvertes, mais de faire les efforts et les diligences. C'est la dissémination. Exactement, qui va répercuter un peu cette information sur laquelle il aura été suffisamment formé. Donc, par exemple, si vous prenez l'exemple de Ziguinchor, on va rester sur Ziguinchor, mais le représentant du pôle de la DCMP qui est sur place, il sera associé à l'événement, formé. Et après, maintenant, il aura la responsabilité de regarder ce qui se passe à Kolda, les autres régions, voilà, pour accompagner les acteurs. Parce que c'est des acteurs qui sont de son ressort. Parce que c'est un pôle. Donc, il va se charger de les former sur la plateforme et de les associer. Donc, demain, vous débutez par le pôle sud. Et c'est quoi l'itinéraire et un peu la périodicité de... C'est chaque semaine. À partir de demain, on sera à Ziguinchor pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera à Saint-Louis. La semaine qui suit, ce sera à Kaolack. Après, on passe à Thiès. Et on finit à Dakar. Et Dakar, au regard de l'envergure de la région, du dynamisme économique de la région, il est clair que ce sera plusieurs activités à Dakar. Ce ne sera pas une seule activité à l'image de ce que nous faisons dans les régions. Et à Dakar, on verra, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'il faudra prendre en charge. On verra quel est le nombre d'activités qu'il faut faire pour que l'objectif soit atteint. D'accord. Et en toile de fond, il y a le plan de redressement. On sait qu'il s'adresse pour l'essentiel aux Sénégalais. On parle d'indemnisation du financement de l'économie. En quoi, justement, cette caravane que vous impulsez demain répond-elle aux objectifs du plan de redressement? Mais le plan de redressement économique et social, Ousmane Ngari, c'est un schéma qui a été mis en place pour créer les conditions permettant la réalisation de projets qui sont jugés prioritaires. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faciliter la réalisation des projets. Nous proposons une plateforme qui permet d'aller plus vite, qui permet de créer de la transparence, qui permet de garantir une meilleure implication du secteur privé dans la réalisation des projets. Donc finalement, considérer que la plateforme est un outil de facilitation de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social qui a été élaboré par nos autorités. Et cette plateforme, en même temps, modernise tout un secteur. Quels sont ces différents... La plateforme révolutionne la commande publique. On avait une commande publique traditionnelle, dont les principes et les procédures sont organisés autour du papier. Tout était fait avec un support papier. Depuis l'avis d'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres, les offres qui sont déposées par les opérateurs, dans la mise en œuvre de la procédure, l'ouverture des plis en présence des acteurs, n'est-ce pas, le contrat sous papier, tout est papier. Et ça mettait l'administration dans un schéma qui ne favorisait pas une réalisation diligente des projets. Il y avait beaucoup de retard dans la transmission de l'administration sénégalaise, vous comprenez Il faut prendre le papier, le dossier d'appel d'offres, mobiliser un chauffeur, l'acheminer à DCMP, le temps que le dossier soit reçu au courrier, avant que ça n'arrive chez le DG, le directeur de la DCMP qui doit regarder, qui transmet, qui impute à ses collaborateurs, qui donne des observations sur papier, qu'il faut retourner à l'administration. Et là, vous n'êtes que sur l'acte premier d'une longue procédure. Tout ce que je viens de dire là, c'est l'acte premier de toute la procédure. Et à tous les stades de la procédure, c'est presque une répétition. Toujours des dossiers qu'il faut renvoyer parce que la DCMP fait des contrôles à presque tous les stades de la procédure. Depuis le dossier d'appel d'offres, ensuite depuis l'ouverture des plis, l'évaluation, etc., le projet de contrat. Donc il y a
plusieurs points de contrôle. Ça a apporté beaucoup de préjudice à certains projets dans le temps qui n'ont pas pu être réalisés à temps ou des marchés qui n'ont pas été exécutés à temps. Je vous assure que ces va-et-vient interminables entre l'administration porteuse du projet et l'organe de contrôle qui doit regarder et donner des observations devant être intégrées dans la procédure, mais c'est énormément de temps qui était régulièrement perdu. Alors aujourd'hui, nous proposons un schéma qui permet, chaque fois qu'une administration a fini de préparer un dossier, pour le transmettre à la DCMP, il ne s'agira plus de mobiliser un chauffeur pour le faire, il ne s'agira pas de perdre du temps dans les embouteillages, de brûler du carburant, de griller du carburant, de mobiliser un chauffeur. Il suffit simplement, une fois que le dossier est finalisé et validé par le top management, un clic de transmettre le dossier à la DCMP. Voyez un peu le temps que vous gagnez. Ouais. Et vous êtes assuré de la fiabilité des transactions, des opérations sur la plateforme. Nous avons une plateforme qui répond aux meilleurs standards. Parce que pour nous, une plateforme qui a une telle vocation, assez stratégique, assez décisive par rapport à l'action d'investissement de l'État, il fallait la sécuriser et la placer à un niveau de qualité, mais presque irréprochable. Aujourd'hui, puisque tu parles de l'intégrité et de la fiabilité, le document qui est inséré dans la plateforme, il est chiffré de bout en bout. C'est-à-dire, y compris l'administration qui déroule la procédure, quand elle reçoit des offres par rapport à cette même procédure, elle n'a pas la possibilité d'en découvrir la teneur. Ce n'est pas possible. Le document est chiffré. Le document ne peut être ouvert, si je peux m'exprimer ainsi, que par la machine et de façon automatique à une date précise. Avant cette date, rien ne peut être fait sur ce document. L'intégrité du document est préservée de la façon la plus optimale possible. Et ça, maintenant, après, il y a aussi l'eurodatage. C'est des mécanismes de fiabilité qui sont également paramètres dans la plateforme. L'eurodatage, ça veut dire que quand un document est inséré dans la plateforme, on a l'heure à laquelle le document a été inséré. Et cette heure-là ne peut pas être modifiée par quelqu'un. J'ai déposé, j'ai pas déposé, le document a été reçu, il n'a pas été reçu. C'est la machine qui génère de façon automatique des informations qui permettent de vérifier ce qui a été intégré dans la plateforme et ce qui n'a pas été intégré dans la plateforme. Donc c'est un système fiable. Ensuite, maintenant, il y a d'autres mécanismes par rapport à la sécurité sur lesquels peut-être après on pourra revenir. Oui, mais sur le processus, l'homme ne disparaît pas de toute façon parce qu'au bout, il y a forcément ce collège de validation ou bien in fine qui attribue les marchés. Est-ce que pour autant les lenteurs sont dissipés sur toute la procédure? D'abord, la première partie de votre questionnement, l'homme ne disparaît pas, l'homme ne peut pas disparaître. L'homme ne peut pas disparaître. L'homme, c'est vrai que les interventions sont réduites à la portion congrue, c'est vrai. Parce que là où peut-être certaines tâches étaient exécutées, je vous ai parlé tout à l'heure du chauffeur qui devait prendre le dossier et l'amener à la DCMP, il n'est plus là. Il sera utilisé à autre chose. N'est-ce pas? Donc il y a des tâches opérationnelles particulières pour la réalisation desquelles on n'a plus besoin de l'intervention humaine, ça c'est clair. Et c'est la machine qui fait ça qui permet de gagner du temps. Donc la machine permet de rendre plus efficace l'intervention de l'homme, mais sans se substituer à lui. La machine n'a pas vocation à faire disparaître, c'est une bonne question parce que les gens nous demandent, mais attention, est-ce que notre métier de spécialiste en passation de marché va disparaître ou pas? Mais la réponse elle est là, et ce métier ne pourra pas disparaître. Maintenant, après, on n'aura pas besoin autant d'agents que par rapport au système actuel, parce qu'il y a une machine là qui peut exécuter certaines opérations. Qui fait le job. Et vous estimez aujourd'hui le gain de temps à combien? Combien devrait prendre dorénavant un dossier de passation de marché pour être traité du début jusqu'à la fin? Ça, c'est l'évaluation qui nous dira. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est les... Vous avez fait des simulations quand même, j'imagine. Oui, on attend de faire l'évaluation. Aujourd'hui, on est dans la phase pilote. À la fin de la phase pilote, on va faire une évaluation. Et heureusement, ce qui facilite l'évaluation, c'est quoi? C'est que pendant la phase pilote, on a demandé aux administrations d'évoluer sur les deux couloirs, c'est-à-dire de continuer ce qu'elles avaient l'habitude de faire de façon manuelle et d'utiliser en même temps, pour la même procédure, d'utiliser la plateforme. Et quels sont les résultats que vous avez constatés? On a eu des premières ouvertures de plis, notamment c'est le lieu pour moi de féliciter la ville de Dakar, qui est rentrée dans l'histoire comme étant l'administration la première à procéder à l'ouverture des plis dans la plateforme. C'est la ville de Dakar. Donc il y a d'autres administrations également qui ont réussi à le faire. Donc le schéma continue, la phase pilote continue. Maintenant, après, à la fin, on va se poser pour faire une évaluation et comparer ce qu'on avait l'habitude de faire par rapport à ce qui est aujourd'hui en train d'être organisé dans la plateforme, pour maintenant apprécier les performances qui sont susceptibles d'être engrangées. Je pose des questions citoyens lambda qui pourraient être amenés
à se poser. On sait que c'est une plateforme, c'est numérique, c'est des machines, mais qui sont somme toute paramétrées par des hommes, une plateforme administrée par des hommes. Est-ce que les errements qu'on notait un peu dans les procédures de passation physique des marchés avec l'intervention de l'homme, du papier, de tout ce qu'on connaît comme circuit, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, avec cette plateforme-là, tout ça va disparaître? Mais quand les opérations sont... La clarté, la transparence, la traçabilité... Oui, c'est justement les objectifs qui sont recherchés à travers la mise en place de cette réforme. La machine ne se trompe pas, elle peut se bloquer, elle peut être trompée. Mais la machine, c'est-à-dire l'opération, elle est automatisée. Quand elle est automatisée, c'est fini, c'est automatique. Maintenant, dans le fonctionnement, la machine peut avoir des difficultés. Maintenant, c'est là où nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons hébergé la plateforme dans un data center tier 3, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé. Donc aujourd'hui, vous savez, sécurisé et dupliqué pour que les informations qui existent soient sécurisées par des informations officielles de l'État. C'est la commande de l'État en termes de chiffres, en termes de marché, par nature, par catégorie. C'est des informations qui fondent la décision. Et c'est des informations essentielles que nous sécurisons. Nous comprenons que ces informations-là, mais elles sont essentielles. C'est sensible, d'autant qu'il y a quelques semaines, des administrations ont fait l'objet d'attaques informatiques. On en est conscient. Et derrière, il y a une grosse politique de sécurité qui a été bâtie pour éviter que des situations comme ça ne puissent nous arriver. Et aujourd'hui, dans la plateforme, et c'est ça qui est le plus intéressant dans cette plateforme, on a su bâtir une sorte de coalition des différentes administrations impliquées dans le développement de solutions informatiques au Sénégal, parce que toutes ces administrations aujourd'hui sont impliquées dans ce qui est en train d'être fait dans la plateforme. Je parle de la CENOM, du BOX, de la direction du chiffre. Mais tout le monde est mobilisé parce que tout le monde a compris l'enjeu. Aujourd'hui, quand bien même la plateforme est développée, initiée par l'ARCOP, mais tout le monde a compris que c'est une plateforme de l'administration et chacun doit œuvrer pour que sa sécurité soit suffisamment préservée pour éviter que des situations particulièrement pernicieuses et néfastes ne soient de nature à compromettre la réalisation des objectifs qui sont assignés à cette plateforme-là. Récemment, l'ARCOP a publié les rapports d'audit 2022-2023. Comme pour les exercices précédents, on remarque les mêmes fautes qui reviennent. Est-ce que ça vous donne davantage de raisons à mettre en place cet espace, cet écosystème numérique? Et ça fait partie des raisons pour lesquelles cette plateforme a été créée. C'est pour que ces erreurs-là qui sont devenues presque récurrentes, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, qu'on puisse les éviter. Parce qu'avec la plateforme, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises aujourd'hui qui ne seront plus possibles. Parce que c'est la machine qui se substitue à l'homme pour la réalisation d'un certain nombre de tâches opérationnelles. Maintenant, après, le rapport a révélé des dysfonctionnements, des manquements, comme d'ailleurs les rapports précédents. Maintenant, le plus important, c'est de poser un diagnostic froid pour regarder quelle est la cause de ces difficultés, de ces dysfonctionnements, et ensemble, avec l'ensemble des acteurs, définir des solutions qui permettent de les éviter et de se prémunir le système de ces erreurs-là. Maintenant, après, la cause, elle est plurielle. C'est peut-être des acteurs qui parfois ne sont pas suffisamment formés, c'est peut-être des fois des procédures qui ne sont pas suffisamment, ça va dans le même sens, des procédures qui ne sont pas suffisamment maîtrisées, peut-être un cadre aussi qui peut être relativement complexe. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on est en train de regarder sur l'ensemble de ces facteurs comment apporter des correctifs. Par exemple sur le cadre, aujourd'hui, les acteurs sont en train de regarder comment aller vers des procédures beaucoup plus souples, suffisamment flexibles, pour faciliter la réalisation des projets. Sur les acteurs, aujourd'hui, il y a une série de formations qui est engagée, et depuis très longtemps. Je signale en passant que l'ARCOP a un institut de formation, que tout le monde connaît, qui est devenu aujourd'hui un institut sous-régional, qui abrite des formations financées par la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques et financiers. Donc il y a beaucoup de ressortissants de la sous-région qui viennent assez régulièrement se former ici au niveau de notre centre. Notre centre ne désemplit pas, c'est un amphithéâtre qui est tous les jours rempli. Il y a tout le temps un programme de formation pour les acteurs de l'administration qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces procédures. Et dans le cadre de cette perspective de formation et de mise à niveau, nous ne nous limitons pas aux acteurs qui portent les procédures. Nous avons compris que dans les administrations, il y a des organes qui portent les procédures et qui les déroulent et qui sont animés par des spécialistes en passation de marché. Mais nous avons compris également que dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures, il y a des décideurs qui interviennent et qui, des fois, prennent des décisions. Et ces décideurs-là, s'ils ne sont pas formés, autant que les spécialistes, il y a une rupture dans la communication, il y a un problème de compréhension et ils peuvent être arrivés à prendre des décisions qui ne cadrent pas forcément avec les prescriptions légales et réglementaires. Si bien que nous avons initié, nous, quand nous sommes arrivés, nous avons initié ce qu'on appelle la formation des décideurs.
Donc aujourd'hui, on a commencé avec les présidents de conseil d'administration, qu'on a commencé à former depuis presque 8 mois. Avec les directeurs généraux, aujourd'hui, on est en train de finaliser des TDR pour regarder comment les former. On sait que c'est des managers qui sont très débordés et qui n'ont pas suffisamment de disponibilité pour suivre des sessions de formation comme le font leurs collaborateurs. Mais nous sommes en train de regarder comment trouver un schéma suffisamment flexible en ligne. Au-delà de ces 18 heures, par exemple, 2 heures de temps par semaine, on verra, pour les mettre dans un schéma de formation parce qu'ils en ont besoin. Et ça, les plus hautes autorités l'ont compris. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, nous avons eu le privilège de faire une communication en Conseil des ministres pour les ministres. Parce que les marchés publics aussi, si ce n'est pas votre spécialité, ce n'est pas votre spécialité. C'est des procédures qui peuvent paraître parfois relativement alambiquées, quelque part complexes. Si ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre métier. Mais il faut que on ne demandera pas aux autres et aux uns et aux autres d'être des spécialistes de la commande publique, mais on leur demandera d'avoir le minimum d'informations qui leur permettent, chaque fois qu'ils sont en situation de devoir poser un acte, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, d'en comprendre le sens et la portée. Et c'est ça qui permet de ne pas peut-être poser, en tout cas prendre une décision qui ne serait pas de nature à faciliter la réalisation des projets. Mais le paradoxe au Sénégal, vous avez cité un peu ces décideurs et tous ces acteurs qui sont formés ou susceptibles de l'être, mais en même temps, ce sont ces mêmes décideurs qui organisent l'urgence dans les ministères pour se soustraire au principe des marchés publics. Mais Mgari, vous me donnez l'occasion là de préciser et de corriger une certaine représentation de cette notion d'urgence. Vous savez, le code des marchés publics, et moi je l'ai dit devenu la règle. Hein, non, je vous explique. Le code des marchés publics a été configuré et paramétré de manière à prendre en charge toutes les situations dans lesquelles l'administration peut se retrouver dans le cadre de la réalisation des projets. Toutes les situations d'urgence. Toutes les situations. Est-ce que les prestations sont frappées de la confidentialité ou pas? Il y a des procédures particulières qui sont prévues pour ça. Est-ce que l'administration est en situation d'urgence simple? Il y a une procédure qui est paramétrée pour ça. Est-ce que l'administration est dans une situation impérieuse? Il y a une procédure qui est prévue pour ça. Et vous me permettez de faire la différence entre l'urgence simple et l'urgence impérieuse qui renvoie à des procédures de passation qui sont différentes. Dans le code des marchés publics, quand l'administration est en situation d'urgence simple, la procédure qui est prévue pour ça, lorsque l'urgence simple est prouvée, c'est l'appel d'offres restreint. On dit à l'administration, vous êtes pressé, on ne va pas vous obliger de faire appel à tout le monde pour dérouler cette procédure. On vous permet, parce que vous êtes en situation d'urgence simple, d'identifier 2, 3, 4, 5 partenaires et d'organiser la concurrence avec eux. C'est l'appel d'offres restreint. Quand vous êtes maintenant en situation d'urgence impérieuse, et la différence, je le rappelle, l'urgence simple, c'est quand on doit agir rapidement. C'est ça la définition. Alors que l'urgence impérieuse, c'est quand on doit agir tout de suite et maintenant, on ne peut pas attendre. Mais le problème, c'est que tout le monde se met finalement en situation de devoir agir tout de suite et maintenant. Justement, c'est quelque chose qu'on organise, oui, non, l'urgence ne peut pas être artificiellement aménagée. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand on se prévaut de l'urgence, le Code a prévu l'obligation de passer devant l'organe de contrôle a priori qui vérifie les éléments de fait qui sont de nature à cristalliser l'urgence pour l'accepter avant de donner l'autorisation de continuer. Quand vous vous prévalez de l'urgence est vérifiée par quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes convaincu que tous les marchés qui ont été passés jusque-là, en tout cas sous la gouvernance de l'ARMP avant et aujourd'hui de l'ARCOP, respectent ces procédures-là? On ne peut pas le dire comme ça, Gary. Je pose la question. Non, quand vous dites que je suis d'accord. Expliquez un peu les... Non, moi je parle du code. Mais après, il y a le code et ce qu'on fait la le code. pratique. Mais dans la pratique, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, les marchés aussi, vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas faire une analyse comme ça, globale sur l'ensemble des procédures. Ouais. C'est au cas par cas. C'est-à-dire les procédures de marché n'ont pas le même sort, n'ont pas suivi le même itinéraire. Donc on ne peut pas avoir une analyse globale pour dire tout a été correct ou tout n'a pas été correct. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette dématérialisation-là, tous ces errements, ces manquements, ces abus, aujourd'hui peuvent trouver un début de solution avec... La plateforme, si je ne suis pas prétentieux, j'allais vous dire que c'est la panacée. Devient la panacée des maux dont souffre la commande publique. Parce qu'avec la plateforme, il y a beaucoup de pratiques qui ne seraient plus possibles. Et je dis aux acteurs, mais attention, nous avons une plateforme qui permet au président de la République et à son Premier ministre, depuis son bureau, d'avoir l'information sur tous les marchés du Sénégal. Voyez un peu le niveau de transparence là où il a été porté. Le président de la République, depuis son bureau, qui a la possibilité, via un portail, d'avoir une idée des marchés que passe la RTS. Comment ces marchés ont été initiés,
quel est leur objet, quelle est la procédure qui a été mise en œuvre et qui en est l'attributaire. Vous voyez un peu ce que ça signifie quand l'autorité suprême a un regard sur tout ça. C'est la transparence au maximum. Les procédures c'est l'intégrité des procédures. Donc, en un mot, la plateforme, pour moi, c'est véritablement la solution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ARCOP a mobilisé tous les moyens possibles pour faire de cette plateforme-là un espace sécurisé et fiable, mais un espace également qui garantit l'accès à la commande publique à tout le monde. Si je reviens aux opérateurs privés. C'est de la démocratisation démocratisation. Et moi, je dis, avec la plateforme, on va assister à une commande publique désenclavée. D'accord. Désenclavée. C'est une très belle formule. Dans votre architecture institutionnelle, il y a la DCMP qui assure le contrôle a priori, et vous assurez le contrôle a posteriori. Après, dans cette transition vers la dématérialisation intégrale, vous travaillez en étroite collaboration avec la DCMP via ces structures un peu régionales, décentralisées. Exactement. C'est-à-dire la DCMP et l'ARCOP sont toutes les deux dans le contrôle. Ouais. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que la DCMP est dans le contrôle a priori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la RTS, puisque vous êtes la RTS, vous initiez une procédure, à tous les stades de la procédure, vous êtes avec la DCMP qui regarde si vous avez respecté les prescriptions légales et réglementaires. C'est pendant l'exécution de la procédure. C'est ça. Maintenant, pendant l'exécution de cette procédure, un candidat qui a pris le parti de participer à la procédure de mise en concurrence que vous avez lancée peut considérer que ses droits n'ont pas été suffisamment préservés. Vous êtes le juge du contentieux fin. Et à partir de ce moment, du contentieux, quoi. Exactement. À partir de ce moment, maintenant, c'est nous qui sommes saisis. Parce qu'il y a un recours. Absolument. Donc, voilà le premier niveau d'intervention de l'ARCOP. Maintenant, après, s'il n'y a pas, à supposer qu'il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de recours, cela ne nous exonère pas de notre responsabilité, après que le marché ait été exécuté, de vérifier, de commander des audits, des auditeurs. On va prendre des cabinets qui viendront ici à la RTS pour vous dire, vous avez déroulé des procédures de passation de marché en 2024, on est en 2025, nous voulons regarder ces procédures. Comment elles ont été exécutées? Comprenez qu'ici, il n'y a pas eu de recours. Ou peut-être même qu'il y a eu un recours. De toute façon, on fait l'audit à la fin de l'exercice. Maintenant, l'ARCOP, ça c'est l'autre rôle de l'ARCOP, mais après l'ARCOP a un rôle de formation et comme je l'ai dit dès le départ dans le propos d'ouverture, l'ARCOP est aujourd'hui un organe de conseil stratégique. Donc les administrations qui ont des projets et qui ont des difficultés pour identifier la procédure la plus adéquate, l'ARCOP les aide à identifier la procédure, à structurer le projet. Donc, on est un peu dans l'accompagnement. Et on est surtout maintenant dans la formation, parce que nous gérons le système. Nous formons et l'administration et les opérateurs du secteur. Et qu'est-ce que tout cela représente en termes d'image pour le Sénégal, pour son environnement, dans le cadre de la gouvernance financière? Mais vous savez, l'investissement public, les conditions qui favorisent la réalisation de l'investissement public et peut-être l'implication des opérateurs étrangers, c'est le cadre. Aucun investisseur dans le monde n'accepterait de mobiliser des ressources pour investir dans un système où le cadre n'est pas suffisamment sécurisant et fiable. Donc, avoir un cadre fiable et sécurisant, c'est un atout, c'est un facteur qui facilite la réalisation des projets partout dans le monde. D'accord. Et je rappelle que la caravane, c'est demain. Demain à Ziguinchor. La caravane, pendant 4 semaines, 5 semaines, on va sillonner le pays. On commence par Ziguinchor, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sera demain. Donc, c'est le lieu pour nous de remercier le ministre de l'Intérieur qui a facilité la mobilisation de l'ensemble des gouverneurs. Les gouverneurs également, avec qui nous avons commencé à échanger, qui ont également pris les dispositions pour que l'ensemble des acteurs de l'administration déconcentrée, de l'administration décentralisée au niveau local, sans compter les opérateurs privés, soient tous mobilisés pour assister à la séance de démonstration et d'enrôlement qui sera organisée à l'occasion de cette campagne de vulgarisation. Je vous remercie. Ousmane Gari, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la RTS qui nous a toujours offert son plateau pour parler des questions liées à l'ensemble des missions que nous assumons à la tête de l'ARCOP. Merci. Docteur Moustapha Djité, directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique au Sénégal. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.